Salut à tous, bienvenue dans Ciné-Série et compagnie qui part en quête de sensations fortes de l'autre côté des écrans. Aujourd'hui, des flingues, de la testostérone, du gore et histoire d'adoucir un peu les mœurs, de la poésie. Celle du leader de Dionysos, Mathias Malzieu, qui signe un court-métrage pour le Festival de Cannes. Il dévoile ainsi son amour du cinéma de Georges Méliès à Tim Burton en passant par Retour vers le futur. On dit souvent que le cinéma américain est dominé par les hommes. Eh bien, un documentaire passionnant et la femme créée à Hollywood remet les pendules à l'heure. Cela valait bien une déclaration. Madame Essiri, elle, aime les rebelles et tire ainsi le portrait du nouvel acteur fétiche de Martin Scorsese, Bobby Cannavale, qui incarne le héros ténébreux de Vinyle. Âme sensible, faites attention, la leçon de mise en scène de la semaine n'est pas de tout repos. Elle est signée Jérémy Saulnier. Ce jeune réalisateur américain a traumatisé autant qu'il a enthousiasmé les publics de Cannes et de Deauville avec Green Room, un huis clos sanglant et ultra violent. Mais tout de suite, on commence avec un acteur qui s'impose autant dans la comédie que dans l'action, le félin Samy Bouajila. Parmi les acteurs qui confirment année après année le talent qu'on leur prêtait, il y a Samy Bouajila. De film en film, dans la discrétion et l'effort accompli, il produit cette étincelle magnifique et vitale qui nous permet à nous, spectateurs, d'appréhender le monde différemment, pour apprendre à le lire dans sa richesse et sa complexité. Dans le nouveau film de Julien Leclerc, Braqueur, il est un guerrier intérieur, brut, sauvage, en un mot, majestueux. De quoi se précipiter dans les salles de cinéma. Non, c'est juste une interview, monsieur Bouajila, regardez, c'est un papier. Ah. On est d'accord ou pas? Ouais. Okay. C'est physique de venir faire une interview avec vous. Hein. Tout est physique ici, ça rigole pas, faites gaffe. Hein. Samy Bouajila, bonjour. Bonjour. Notre émission débute toujours par une interview qui s'intitule « Dans la tête d'eux ». Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Samy Bouajila quand il reçoit le scénario de Braqueur de Julien Leclerc? Alors, avec des mots, j'arrive pas à le décrire, mais en gros, ça fait... Tu vois, un truc comme ça. Ah oui. C'est-à-dire que je le lis, je me dis, putain, attends, je le referme, je fais un break, je m'allume une clope, je fais ma petite chicorée, quelque chose comme ça, je passe un coup de fil, je continue, et ça monte comme ça en pression, et je finis la journée en transe. Parce que je me dis, putain, je vais kiffer, quoi. Ça va être génial. Écoute, je suis sur le terrain tous les jours. Je fais des repérages, je cogite, je prends des notes. Pour un coup que je fais, j'en imagine 30. Y a que ça qui me fait bander. Tu sais, Yannick, j'en ferai pas 30 des fourgons. On en reparle. Est-ce que la peur, ça peut être un sentiment que vous pouvez éprouver devant un tel projet? D'abord, la peur de manipuler ces armes, la peur de la crédibilité, la peur peut-être de jouer ce qu'on n'a pas vécu. Vous n'avez jamais été braqueur, il me semble. Non, alors la peur, elle n'est pas vis-à-vis... elle est là, hein, mais peut-être la peur de ne pas être à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi? Vous savez, on a ses propres limites. Hein. Et moi, j'avoue que je suis ambitieux. Et ce genre de personnage, c'est une lame de rasoir, solitaire, animal, très félin, assez taiseux, et pétri de valeurs, je dirais, dans lesquelles je me reconnais d'ailleurs. Et ça m'a plu de suite, quoi. On va rentrer un peu dans votre cuisine. Allez. On va peut-être dévoiler des choses. Vous êtes un des acteurs français qui, comme les Américains, travaille avec un coach. Est-ce que ça a été encore le cas cette fois-ci? Bon, moi, en règle générale, je le fais toujours. Parce qu'en amont du tournage, je veux faire mon chemin moi-même, de sorte que quand j'arrive sur le plateau, il y a un parcours qui a été fait, en tout cas vers mon rêve, vers mon fantasme, ou l'idée de ce que j'ai du personnage. Et une fois qu'on fait sa gymnastique avant, on arrive chargé déjà de quelque chose, en adéquation avec le metteur en scène, le scénario qui est écrit, etc. Et ça me permet, moi, de me livrer entièrement de suite. On va braquer le chargement et revendre la canne nous-mêmes. On est des braqueurs, on n'est pas des tueurs. Mais c'est pas des convoyeurs que tu vas braquer, c'est Kaira. Quand on vous écoute grâce aux extraits,
il y a un élément qui sort. C'est le travail sur votre voix. Ça, c'est un travail que vous avez fait avec votre coach, parce qu'il y a quelque chose de très minéral. Oui. C'est pas la même voix que celle du Samy Bouajila d'aujourd'hui. Oui, mais ça va avec. D'abord, un scénario. Il a fallu la trouver, cette voix, ou elle est venue après avoir fait un travail sur le corps? Moi, je me livre en vrac. Hein. Quand on travaille, c'est un espace qui nous appartient. On fait du déchet, quoi. Et c'est comme un tamis. Il y a un dépôt, il y a des choses qui restent. Ben, les choses qui restent, c'est celles qu'on garde. La voix, le corps, ça va ensemble. Et ouais, je pense que le mec, il pouvait pas parler comme ça, comme on parle là, avec une espèce de fluidité comme ça. Je pense que déjà, ça lui coûte de sortir un son. Et puis après, il faut trouver la voix du personnage qui est forcément en résonance avec la mienne. Moi, je viens du même milieu que Yanis dans le film. Et le but du jeu, c'est en ça où c'est ludique, c'est un luxe qu'on a, c'est d'essayer de retrouver des choses, en l'occurrence là, d'essayer de retrouver des choses qui m'appartenaient quand j'étais encore là-bas, dans les quartiers, etc. quoi. Elle est où, ma mère? Elle a rejoint. Oh, ton nom et ton adresse, si tu m'emmènes pas là-bas, je tue ta femme et toute ta famille, t'as compris? On se la joue un tout petit peu perso? Allez. Il est question de famille dans ce film, Samy Bouajila, Ouais. et notamment des relations entre frères et sœurs. Et vous avez un frère. Quel genre de frère êtes-vous? Est-ce que vous êtes aussi protecteur que dans le film? En fait, quand vous me dites d'où vient le personnage, on s'en inspire de... on a chacun sa petite salade, là, sa petite cuisine. Si je devais qualifier Yanis, pour moi, c'est un grand frère par excellence. Mais moi, il se trouve que j'en ai un comme ça, le même. Quasi le même. Un peu bourru, pareil. Et le gars radical, pareil. C'est-à-dire que s'il y a une embrouille, on n'a pas fini de dire la phrase qu'il faut le freiner des cas de fer, tellement il y va, le mec. Et puis, j'adore... ma vie, je la fais pas seule parce que je sais qu'il prend autant de plaisir que moi. Je crois même qu'il doit jouer les rôles que je fais à ma place quand il voit les films. Et lui, en tous les cas, c'est mon grand frère et c'est un point de repère par excellence. Et dans ces registres-là, il est toujours là, quoi. À partir de quand, d'ailleurs, Samy Bouajila, vous avez compris que les rôles que vous choisissiez disaient quelque chose de vous? Sur la longueur, ça. Sincèrement, sur la longueur. D'abord, on refuse de le croire, parce qu'on se dit, ouais, on a un garde-fou, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Mais au bout d'un moment, on y met tellement de soi, et puis quand on additionne les rôles, on voit qu'il y a quelque chose de commun. Ouais, c'est un espèce de portrait chinois de soi, quoi. Souvent, c'est à travers le regard du metteur en scène, que ce soit depuis Dridi avec Bye Bye, en passant par Keshish Desplechin, sans oublier, bien sûr, Indigène et le reste, mais... Mais il n'y a pas un film en particulier où vous avez dit « Ah, mais en fin de compte, ça parle de moi. Je choisis ces rôles parce qu'ils parlent de moi. » Bon, je ne suis pas encore assez prêt pour pouvoir formuler ça comme ça. Tu nous as encore entraînés dans tes sales histoires, c'est ça? À quel moment sait-on qu'on est juste quand on joue? Devant l'enthousiasme du réalisateur, ou au contraire, quand on se rend compte que ce qu'on vient de jouer, on ne l'avait jamais exprimé? Bon, peut-être ça, mais ça, c'est un des pièges de l'acteur. Si on passe son temps à essayer de savoir si on est juste, c'est comme aller au combo. Et puis finalement, on fait sa mise en scène et sa propre direction d'acteur. C'est un sentiment, c'est un feeling, c'est comme en amour. Ah. Voilà. C'est comme quand on se sent aimé dans le regard de l'autre. Et tous les jours, on ne le check pas, quoi. On ne vérifie pas et on ne dit pas tu m'aimes, voilà, on n'en peut plus, quoi. Mais c'est quelque chose qui fait que c'est une confiance mutuelle, c'est un désir mutuel, c'est quelque chose qui se construit à deux et qui fait qu'à un moment, c'est empirique et ça prend de plus en plus d'ampleur et on finit fiévreux, quoi. Fiévreux, c'est probablement l'état d'exaltation dans lequel vous serez en quittant ce film, qui témoigne autant de la maturité d'un grand réalisateur que de la flamboyance de son interprète. Chère Liliane Guiche, chère Mabel Normand, chère Loïs Weber, chère pionnière du mythe hollywoodien, vous êtes bien trop nombreuses à citer et pourtant le cinéma d'aujourd'hui vous doit tout. Réalisatrice, scénariste, costumière, au début du siècle dernier, vous avez accompagné la naissance du cinéma, mais peu s'en souviennent.
Clara et Julia Kuperberg, fascinées par l'âge d'or du cinéma et rompues à l'exercice du documentaire passionnant, ont interviewé des spécialistes de cette époque pour vous redonner vie. Nobody knew that the very first person ever to put a narrative story on the screen was a woman, Alice Guy Blaché. All we remember is her protege, Méliès, and she did the first sound films. Who knew that she was doing sound in 1906 on a little contraption that they were using called the chronophone? She was actually a predecessor to him, that she actually did the first narrative film 6 months before he did. Who it draws to it to make these movies are mostly women and Jews, because at the time, women and Jews are not welcome in real professions. They aren't welcome where it's required that you be respectable. And women can't get work. Women maybe can work as secretaries. But all of a sudden there is this incredible place to come to write movies, to make movies, to be creative. The women who came out to be actresses got recruited to be the scenarists. They might then also go in the editing room and start cutting the pieces of film together. Because if you were good at sewing, then you might be good at cutting film together. And they literally used scissors to cut the film and then glue. So it was like seamstressing. And then they painted the film for tinting purposes. So half of all films made before 1925 were written by women. Francis Marion, vous êtes la première et dernière femme à recevoir 2 Oscars pour vos scénarios. Dans les années 20, vous gagnez 3 000 $ par semaine et vous êtes mieux payé que les hommes. Souvent associée à la réalisatrice Lois Weber, vous écrivez jusqu'à 400 films par an. Anne Francis started writing dialogue for extras because one of the things that happened is these movies are changing so quickly. Lois Weber starts getting letters from the audience saying, you know, we can read lips. And the extras are talking about the date they had last night in the middle of this French Revolution film. This is, you know, very distracting. I'm busy every evening. Busy? So what are you trying to do, insult me? No, not at all. I'm just busy, that's all. In 1927, after a period of 2 decades of women making films, the talkies came in with the jazz singer, and all of a sudden, it became a big business. In addition to that, there was the crash, the huge economic crash, which happened right after that, world economic crash. And people who had been previously in really great jobs in the East now no longer had those jobs. Men who were Ivy League educated, who would never even have gone to a movie, found themselves coming out to work in film. And women started being shut out. Quelques décennies plus tard, il y a un peu de place pour vous dans le cinéma indépendant puisqu'il rapporte moins d'argent. Et j'espère que vous avez mis votre Oscar sous verre, ma chère Catherine Bigelow, car en 2010, vous êtes la première réalisatrice à l'obtenir depuis plus de 80 ans. Et aujourd'hui, ça n'est pas plus facile, loin de là. I tried to enter the film business in 1978. And when I got there, I was shocked to find out that people looked at me and said, well, you should be a script girl, which was a script supervisor. If you want to be on a set, you're going to have, you know, you can do makeup. So I had to find my own way. And every other woman had to find her own way at that time. For 10 years, I worked on The Curious Case of Benjamin Button. I was the first writer on that. I was an anomaly. There were not many of us, and there still are not that many of us who were female, who are high-profile screenwriters. You can count them on one hand. Last year, 6% of the top 250 films were directed by a woman. Something like only 12% were edited by women. 10% were written by women. I mean, it's ridiculous. It's worse than the numbers of Congress, for God's sake. I mean, it's one of the worst examples of gender inequality in any business today, is the movie business. Chère Margaret Booth, Cléo Madison, Virginia Vanup, chère pionnière du mythe hollywoodien, merci d'avoir permis à ce merveilleux 7e art d'exister et d'évoluer. Quant à vous, chère Clara, chère Julia, merci pour cette histoire du cinéma revisitée sous l'angle de la femme.
Rien d'étonnant à ce que votre documentaire formidable soit sélectionné pour Cannes Classique cette année au sein du plus prestigieux festival de cinéma au monde. Il est grand temps de rendre à César, pardon à Cléopâtre, ce qui lui appartient. L'extra interview, c'est une personnalité qui nous ouvre les portes de son monde à travers ses préférences cinéma et séries. Et quel monde que celui du leader de Dionysos, Mathias Malzieu, peuplé de géants, de femmes chocolat et de vampires en pyjama. Un univers qui s'est craquelé il y a 2 ans quand ce poète hyperactif a failli mourir d'une grave maladie du sang, une épreuve source de création, un livre, un album et un court-métrage pour le Festival de Cannes où le réalisateur de Jack et la mécanique du cœur affirme encore un peu plus sa passion pour le 7e art. Mathias Malzieu, ça représente quoi le Festival de Cannes pour vous? C'est le rêve de cinéma qui me passionne là-dedans. Moi j'ai des souvenirs de l'année où c'est Underground qui a eu la palme, l'année avec Björk Lars von Trier, enfin il y a eu plein de moments hyper forts. Donc moi ça me fait complètement rêver de pouvoir être embarqué dans ce vaisseau-là, parce que pour moi c'est un voyage intersidéral dans le monde du cinéma. Alors justement, vous allez apporter votre court-métrage à l'intérieur de ce temple, ouais. Un court-métrage commandé par l'Adami, ouais. qui fait la promotion notamment de jeunes comédiens. Donc le ouais. cahier des charges, c'est de mettre en valeur les comédiens, des jeunes comédiens. Il y a 900 comédiens, et on est 5 réalisateurs, et le cahier des charges, c'est de prendre 2 comédiens, 2 comédiennes. Light out, it's less dangerous. Here we are now, entertainers. Happy, stupid, and contagious. Here we are now, entertainers. Bonjour. J'avais l'impression des fois d'être comme quand j'étais enfant et que je m'inventais des histoires, mais qu'on me filait des gros et beaux jouets. C'est-à-dire que j'avais le droit de fabriquer un horloger, de fabriquer des horloges qui explosent et qui fument avec des fantômes, de pouvoir mettre des chignons 60s et des bigoudis géants sur ma comédienne. Et d'avoir un horloger avec des lunettes. Et toutes ces petites choses, c'est comme quand on joue, quand on se déguise, quand on joue avec des petits personnages quand on est petit et qu'on se raconte des histoires. Sauf qu'on le fait avec son expérience et sa sensibilité d'adulte, et qu'en plus, il y a plein de gens qui essayent de vous aider à que ce soit le mieux possible, quoi. Est-ce que vous avez des horloges cassées? Des horloges cassées? Mais regarde autour de toi, je n'ai que ça. C'est un court-métrage tourné en noir et blanc. Ouais. Dans l'esprit, dit la note d'intention, des vieux films romantiques d'antan. Ouais, réalisme poétique un peu. Pour moi, en fait, il y a de la modernité là-dedans, dans la mesure où c'est des gens qui bricolent et qui se débrouillent avec 2 bouts de ficelle. Et ça m'a toujours fasciné chez Méliès. Ça me fascine chez Charlie Chaplin, chez Cocteau, chez tous ces gens-là qui ont un rapport très enfantin, finalement, à la création, parce qu'ils s'amusent, en fait. Et s'amuser, ça ne veut pas dire ne pas être ému, ça ne veut pas dire ne pas toucher à des sujets difficiles. Ça veut dire juste avoir de la jubilation à, notamment, faire des films. Et alors, être amoureux du cinéma, ça a commencé quand et comment? Ça a commencé avec les westerns, en fait. Et ça m'est resté, du coup. Mais c'était vraiment mon père qui me montrait les westerns. Et le premier film où je me suis dit j'ai envie de retourner au cinéma, vraiment d'aller au cinéma, c'est E.T. Et j'aime toujours ce film, quoi. Et du coup, toute cette culture-là, Spielberg, Lucas, maintenant J.J. Abrams, vous savez, comme c'est J.J. Abrams qui a fait son film qui s'appelle Super 8, etc. C'est un hommage. Ce cinéma un peu avec des plans de Bicross dans les années 80, c'est un peu des Madeleines de Proust pour moi. Il y a un cinéaste auquel on vous associe souvent, c'est Tim Burton, pour ce goût comme ça du conte à la fois horrifique et merveilleux. Et pareil, c'est des films d'horreur qui font pas peur en fait, qui sont romantiques et qui sont l'épouvante. Elle est là pour l'atmosphère et le climat. Elle n'est pas pour faire croire que l'enjeu est complètement déplacé, quoi. We're what's known in common parlance as peculiar. Claire, why aren't you eating? She's embarrassed in front of Jake. Don't be. Big Fish, moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup plu. Enfin, tous les Burton, Ed Wood, j'aime beaucoup aussi. On retrouve finalement ce côté noir et blanc. Ce cinéma qui était fantastique parce qu'il était... pas parce qu'il était fantastique, justement. Parce qu'il était fait vraiment avec le cœur, avec 2 bouts de ficelle et qu'il assumait la maladresse. Et de voir un peu derrière, il y a Gondry pour moi qui fait ça aujourd'hui.
qui assume le bricolage parce que c'est tendre et que c'est une plus-value pour le cœur du film, quoi. Vous racontez dans votre livre cette maladie qui vous a touché, cette maladie du sang, l'isolement que ça a suscité. Mais la création était toujours là et je me suis demandé si le cinéma, ou les séries d'ailleurs, vous avez accompagné ou est-ce que vous en avez été privé? Non, j'en ai pas été privé. Je suis parti avec un gros disque dur dans ma grosse traversée en chambre stérile. Mais finalement, j'en ai pas trop regardé parce que je pouvais pas. C'était dans un moment où je subissais tellement de choses en termes de liberté. Voilà, les infirmières jouaient avec les yeux, on pouvait pas me toucher. Donc, le fait de regarder un film ou de regarder une série, je subissais encore quelque chose et ça me. Je préférais être dans ma tête et essayer d'inventer des trucs. Par contre, quand je suis rentré, je suis revenu ici, là, je me suis mis à regarder des films et des séries, et notamment à re-regarder des films que j'aimais beaucoup. Par exemple, il y a un truc qui est assez incroyable, c'est que le jour de mes 1 an de greffe, le 21 octobre, et c'est le jour en fait où Doc et Marty arrivent dans le futur, pour de vrai dans le futur. Avoir l'anniversaire de greffe, retour vers le futur, ça sonnait quand même. Et du coup, j'étais avec ma famille à Paris et on est allé au dernier bar avant la fin du monde, où il y avait évidemment à 16h15 une espèce de commémoration. Et du coup, il y a 5 DeLorean qui ont débarqué avec des gens déguisés en Doc et en Marty, avec des overboards et tout ça. Et puis, on était en train de réaliser le clip de Vampire de l'amour. Et du coup, il y a un moment donné où le personnage à tête de cœur qui poursuit une fille. Et en fait, on passe devant une DeLorean qui s'ouvre comme ça, et dedans, il y a les 2 membres du groupe. Si tu n'étais pas qu'un vampire, vampire de l'amour, vampire, vampire de... J'ai re-regardé pas mal de séries aussi. À ce moment-là, je me suis refait une de mes séries préférées de tous les temps, qui est Six Feet Under. Là, en ce moment, je regarde Penny Dreadful, avec Eva Green, qui est bien méchante. C'est assez sérieux, quoi, par contre. Hein, ça rigole pas trop, quoi. Mais l'ambiance est assez envoûtante, quoi. Vous avez le même rapport à la série que vous avez au cinéma? Ou c'est un plaisir assez différent? D'ailleurs, sur le distributeur automatique d'Aurore Boréale, si je pouvais en faire une série... J'ai d'autres idées de long-métrage aussi. J'ai une histoire de sirène, là, qui est... une sirène qu'on trouve à Paris, et qu'on ramène avec un personnage qui la ramène et qui la soigne dans sa baignoire, qui lui fait du poisson pané, tout ça. Bon, encore une histoire d'amour impossible, un peu triste, parce que forcément, elle va vouloir un peu retourner dans l'océan quand elle va mieux. Ça s'appellerait Une sirène à Paris. Et celui-là, je le ferai en couleur, par contre. Ça, ce serait le petit thème de l'apparition de la sirène. Un truc genre... Mathias Malzieu, un réalisateur comme un poisson dans l'eau. À suivre dans le Screen Parfait, un réalisateur qui aime jouer avec nos nerfs, pour ne pas dire avec notre estomac. L'américain Jérémy Saulnier s'est taillé une belle réputation à travers plusieurs films de genre, avec Green Room, un survival où, tenez-vous bien, des punks se font massacrer par des skinheads. Il a traumatisé autant qu'enthousiasmé les publics de plusieurs festivals. C'est la leçon de mise en scène jouissive de la semaine. Mais avant cela, Madame et Série dévoile pour nous le meilleur du petit écran et s'intéresse notamment à l'acteur le plus intrigant du moment, Bobby Cannavale, héros rebelle de vinyle. Cette semaine, Madame et Série vous conseille de très saines lectures. On commence avec Soap, MOOC entièrement dédié à la série dont ce 4e numéro donne la part belle aux femmes. De VIP et l'incroyable Julia Louis-Dreyfus à la nouvelle garde de l'humour en série menée par Lina Dunham, Amy Schumer et l'impayable duo de Broad City, le girl power est en force. C'est ensuite le très bien surnommé meilleur fanzine de l'univers, Rokirama, qui nous offre un numéro hors série merveilleux sur la série préférée de Madame et Série, Twin Peaks. Et maintenant, changement de décor. Il y a quelques semaines, pour la Saint-Valentin, HBO lançait sa série de cœur Vinyle. Et le monde entier tombait définitivement amoureux d'un acteur qui pourtant était dans le coin depuis près de 20 ans. Cet acteur, c'est Bobby Cannavale, vu dans Louis, Nurse Jackie ou encore Boardwalk Empire, formé au théâtre dès le plus jeune âge. I'd always wanted to do it, and when I was a kid, I got very much involved with local theater, and I always seeked it out. So I hung around theater companies a lot when I was a
young teenager, and then in my early 20s in New York, I just looked for the right places to learn. And I learned from people in theater companies, really. I learned from great playwrights and directors. I'm supposed to trust you. Based on the treatment so far, what are you up to, huh? I'm here. I'm listening. I'm ready for any kind of explanation. La rigueur du théâtre, c'est peut-être ça, le secret de cet acteur caméléon capable de se glisser dans toutes les peaux. I think theater is a great training for actors in general. What I like the most about theater is that, it's a slower process. And so you have a lot of time to be able to develop character and have discussions about it and really go deep, whereas with television and film, you really don't have that much time. Son autre secret pour nous transporter à ce point dans des histoires et des personnages lui a été donné par un ami il y a très longtemps. Somebody told me a long time ago that, that when you go to see a play or you go to see a movie, the event of the play or the event of the story it's got to be the biggest deal in the world. It can't just be a regular day in the life of, otherwise why am I going to see it? It has to be the biggest day in the life of the character. What it is that propels the character through the act, through the storytelling is usually something having to do with desperation. That's one of my favorites, like desperate for this person to love me, I'm desperate for this person to understand me, I'm desperate to succeed, I'm desperate to not be found out. That kind of desperation for me is what makes me sit forward and wonder, where that character is going. What's her name? Regina. Yeah, means queen. Good day to you. To you as well. Come on, Regina. What else could it be? Here. Could be this. Or maybe it could be this. I live in New York, and so I'm a little weird. I like to walk around the city, and I talk in my head, I make up all the stories for the character. I've always done that. I have to make up my backstory for the character. I make up situations that they've been in that haven't been written down. I make up a past for them. And that's all just private stuff for me that helps me when I'm actually there. Après des dizaines de seconds rôles, le vinyle lui offre sa tête d'affiche et l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent. I kind of feel like all the work I've been doing over the last 20 years, 25 years or so, has prepared me really for this role. Really, it's just a matter of just maintaining your focus for longer periods of time. I go into work sometimes like 80 hours a week. I'm the first one there, I'm the last one to leave, and actors come in and out of the door like a revolving door, and I seem to never leave. I guess that's a new thing for me. I never had a part this big before, but I've been around sets for a long time, and I've had all different sizes, kinds of roles. In the theater, I've played large, big roles. I've played the leads in plays. I've been in plays that I don't leave the stage for 3 hours. So I know what it's like to carry the material. Your eyes, they're sparkling like the Nile, you know? I'll fucking kill you, you motherfucker! But I didn't fucking do anything! Keep your fucking hands off! You don't know what Après 3 ans de préparation, le plus difficile pour Bobby Cannavale a été de parvenir de sortir de la peau de Richie Finestra, soir après soir, après le clap de fin de journée. Getting rid of them every day is what's harder than at the end of the whole shoot. Because when the whole shoot is over, I literally can breathe and I sleep for a really long time and I let it go. But every night when I come home, that takes me a long time to shake. That's why I usually have to go for a walk. And I can't just go home and go to sleep no matter how many hours I've worked. I usually have to go for a walk to the park, around the block, somewhere, and just think of the day, get rid of the day, because then I have to turn around and do it all again the next day. But that's something that I've gotten used to from doing theater for so many years. Not a thing. Black coffee, freshly ground and fully packed. I haven't worked since I wrapped the first season, and that's been by choice, by design, because it really does take a lot out of me. It's pretty exhausting.
But I do know that once I go back, it's going to be like a marathon, and I have to get my rest. And because I really do want to pour it all into that character. It's a really, it's a physically demanding role, it's an emotionally demanding role, and really give all that I need to give to the character. La seconde saison de Vinyl ne sera pas diffusée sur HBO avant l'an prochain, juste le temps suffisant pour Bobby Cannavale de retrouver sa vie, la vraie, avant de la perdre à nouveau. On a beau avoir la violence en horreur, celle que nous propose le réalisateur américain Jérémy Saulnier fonctionne avec nous comme un plaisir coupable, une sorte de catharsis. I hope you appreciate the situation. Découvert au Festival de Cannes à la quinzaine des réalisateurs en 2013, avec Blue Ruin, il nous propose aujourd'hui Green Room, un film en ligne directe avec ceux de Peckinpah ou de John Carpenter, qui nous rappelle que nous sommes tous des morts en sursis. It won't end well. You certainly mentioned two films that very much influenced Green Room. I watched Straw Dogs and I broke it down because it's very much akin to the sort of stripped down storyline that I wanted to tell for Green Room. But I thought Assault on Precinct 13 might be too close of a comparison. I had actually never seen it in my life. So I ended up not watching it until after I finished the screenplay for Green Room. Retroactively as not so much a story reference, but a textual reference. I loved that it was so simple and that it embraced the fact that it was an exploitation movie. And textually, I just fell in love with it. I think it was just really gritty, sparse filmmaking that I'm attracted to. No veneer, no gloss. They don't need a ton of explosions. You know, it's just down and dirty. Alors, en quoi voir les films des autres, ça vous aide à faire le vôtre? I never directly refer to other movies as far as something I want to emulate. I just love movies. And so I get steeped in the atmosphere and I get excited about storytelling. A primary influence is early Michael Mann. I love the texture, the neon, the grounded realism, the research that goes into it. I feel like I'm watching not only a well-crafted story, but it's some sort of inside scoop on a culture that I would never otherwise have access to. Vous êtes scénariste, réalisateur, mais également directeur de la photo. Et contrairement à Blue Ruin, vous n'éclairez pas votre film. Quelle direction vous avez donnée à Sean Porter, le directeur photo de Green Room? The lighting references we used, we went through several, different movies and watched references, but I really let him light it. I gave a reference book, and I made sure that tonally, this could easily be categorized as a horror movie. But the way I was treating it as a director was as a war movie. And so I was giving him references like Apocalypse Now or Platoon. We knew they had to have a certain amount of naturalism, but a whole lot of mood. And so we just skewed towards, browns and greens, just like the Pacific Northwest of America. It definitely has that lush sort of color palette to it. For all my films, I intend to storyboard the entire movie, but because of the independent film world and the nature of production, I never get to finish. So I do very artistic, polished-looking storyboards to maybe about page 20 or 30, and then I start doing stick figures, and it gets really sloppy. But for Blue Ruin, it was more important because, every shot was the story.
And I did storyboard the first act of Green Room. It's because, again, you're asking people to do so much, and you know, a crane shot from 90 feet up is a lot of work. So you had to kind of plot it out. And also it helps me, when I storyboard, I can self-edit the shots I need. If I have to draw every single frame from scratch, it makes me think about why I'm doing that, you know? He's got 6 bullets. For real? Dans cet extrait, on se rend compte que le montage est du côté de cette jeunesse turbulente, alors que le plan posé qui est plus lent est du côté de celui qui est le plus menaçant. Qu'est-ce que cela est censé raconter? He's got 6 bullets. For real? We all go once. Guys, hold off a sec. For what? We haven't done anything. Doesn't matter. Okay. They're called cartridges. The bullet is a part that enters your brain if you keep talking shit. This is important here because we have characters that are being defined and emerging, and that's Imogen Poots as Amber getting up. And she's not allowed to really get close-ups yet in the film. And so that's a key sequence where she was slowly emerging, and we would definitely cater our photography to the characters. But it was really about just harnessing whatever we would rehearse, you know, and keeping it intuitive. Because a lot of times I don't have a ton of rules. I just feel what is the most appropriate visual expression. And that's what's cool about being the writer and director, is I don't have to explain myself. I can just do it. I'm a very good collaborator with myself, and we don't get into a lot of arguments. But a lot of that was the edit, too. I mean, there's a lot of coverage going on just to archive everything. And then the real precision engineering was how to make it seem very assured and articulate once we built the edit. And this gun only has 5 cartridges, not 6. Because they're big as fuck and only 5 fit the cylinder. So please, shut the fuck up and don't test me. You're making it worse. We sit and we wait. And we die? Not if you sit and you wait. Pourquoi filmez-vous? Why do I make movies? That's a hard one. I know why I'm able to make movies. It's because I've given myself no choice but to make movies. But I think what drives me to make movies is to sit with an audience and share with them my stories and look at my art through their eyes. And it's a very collective experience, and that's why I think it's the most rewarding. I've always approached it as an audience member first. Ce ciné-série et compagnie s'achève. Si l'âme de James Bond a plané sur toute cette émission, c'est que le célèbre agent secret fait l'objet d'une exposition incroyable à la Grande Halle de la Villette. Soit plus de 500 objets originaux, costumes, décors, maquettes, gadgets et autres Aston Martin pour une immersion totale dans l'univers cinématographique de 007. On se quitte comme on a commencé avec Braqueur, ou plus exactement le titre phare de la bande originale, Bambou, par le rappeur Caris. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission exceptionnelle consacrée à une star amoureuse du cinéma, Keanu Reeves. Faut que je fasse du Wally, faut que je fasse du Wally, Wally, faut que je fasse du Wally, faut que je fasse du Wally, Wally, faut que je fasse des dollars, faut que je fasse des dollars, dollars, faut que je fasse des dollars, faut que je fasse des dollars, dollars, que des liasses, 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 je fais du bambou.